C'est-à-dire la question de la place des objets d'art dans la vie des gens ordinaires en ville, plus au village, où il y a des habitudes, des normes, des règles, évidemment, où les objets font partie de la vie rituelle, de la vie sociale, où les objets sont façonnés pour ça, où les objets ne sont pas façonnés pour être admirés en soi, ce qui n'enlève absolument rien à leur intérêt esthétique et au fait que les gens savent très bien que quelqu'un est meilleur sculpteur que l'autre, qu'on va commander à tel et pas à tel autre. Donc ça, mais ce n'est pas la raison principale. C'est-à-dire les gens au village attachent de l'importance à l'objet, non pas en considérant d'abord ses valeurs esthétiques, mais en considérant le cadre dans lequel cet objet peut agir par délégation de pouvoir, et qu'évidemment, indépendamment de ça, d'une certaine manière, les gens sont sensibles à l'apparence, et donc plus objet est esthétiquement beau, plus il a de force, d'une certaine manière esthétique, plus il est important, il agit. Donc, il ne faut pas enlever l'esthétique, mais elle n'est pas l'élément premier dans le débat. L'élément premier dans le débat autour d'un objet, c'est quand même les pouvoirs que cet objet peut sécréter, contenir, envoyer, mettre en marche, etc., etc. Et plus son expression est forte, on pourrait dire, mais sa force aussi s'accroît ainsi, mais ce n'est pas l'élément premier. Et quand on muséifie les objets, là évidemment, le problème est tout différent parce que, pour donner un exemple encore du village, pas seulement le Congo, mais mes collègues qui ont travaillé, Suzanne Vogel qui a travaillé sur la Côte d'Ivoire, par exemple, écrit la même chose, dit la même chose. Un masque entreposé, c'est un objet vulgaire. Il est entreposé dans une case, il n'y a aucune sacralité autour de ces masques, c'est pas comme un objet chrétien qui a été sacralisé et qui donc reste, on ne peut pas enlever un objet, dire que cet objet n'a plus aucun pouvoir pour le chrétien, il a toujours, pour les Afrique, un masque tant qu'il ne danse pas. On peut lui donner un coup de pied, on peut le tasser, il n'y a absolument rien. Donc, quand on l'entrepose dans un musée, ben, cet objet ne parle pas, il ne fait rien. Et on ne peut rien lui faire d'une certaine manière, à moins de les considérer comme objets maléfiques, c'est-à-dire comme siège de pouvoir maléfique que quelqu'un peut déclencher. Mais là, alors, on entre dans un autre registre, d'où c'est l'ami Donatien Mouya, donc le directeur du musée de Lubumbashi, me disait que quand Mobutu a lancé la grande campagne de l'Institut des musées nationaux, où on récoltait des objets de manière souvent contrainte dans le village, etc., on le mettait essentiellement à Kinshasa, mais un peu aussi à Lubumbashi dans le musée, mais les gens considéraient que Mobutu retire les objets de pouvoir au chef, qu'il les concentre entre ses mains et qu'il les met dans le musée. Donc, les gens ne voulaient pas aller au musée parce que c'était une maison de fétiche, parce qu'il y avait des forces maléfiques partout, et on n'était jamais sûr si par hasard, si on traîne là, ces forces maléfiques ne se déclencheront pas sur vous. Il y a donc, je dirais, ces deux éléments qui font que notre conception du musée correspond très mal à l'idée de conservation et de patrimoine. Parce que, d'une part, c'est soit des objets morts qui ne servent à rien et qu'on ne peut pas sortir des vitrines, on ne peut pas les mettre dans une performance, donc à quoi bon de les avoir, ou des objets dangereux que quelqu'un contrôle pour son propre bénéfice, c'est-à-dire où le pouvoir politique, ce qui est tout à fait conforme au fonctionnement. C'est le chef qui doit avoir des fétiches forts pour réaliser ses fonctions de protection, de promotion, etc., pour punir les mauvais, etc. Donc, c'est lui qui possède des fétiches,
Donc Mobutu qui se pose en chef suprême et qui enlève au chef tous ces objets de pouvoir et qu'il met dans les lieux qu'il appelle musées, qui sont des lieux hautement dangereux, ne servent à rien. Et il se pose donc la question, comment peut-on construire des musées ou des institutions de même nature où on pourrait conserver l'art local, mais dans lequel auquel les gens pourraient avoir un rapport qui est un rapport qui correspond à leur manière de dialoguer avec les objets ou de faire intervenir les objets. Et ça, c'est une question immense parce qu'il faudrait pratiquement abandonner totalement l'idée de musée occidental, l'idée sortie des cabinets des curiosités, comme le montre Pomian, où on accumule des objets bizarres, curieux, ou ensuite des objets qu'on retire de la zone cultuelle pour le placer au musée. Donc, le musée sont des laïcisations de la société. Et moi, quand je regarde le fonctionnement de l'art contemporain congolais, plus de l'art populaire, parce que malheureusement, pas faute de vouloir, mais tout ce qui est photographie, sculpture actuelle, c'est-à-dire tout ce que les artistes, appelons-les professionnels formés, font, évidemment, ça ne peut pas trouver sa place dans les maisons des gens, premièrement à cause du prix, et deuxièmement, très souvent, à cause des dimensions. La peinture populaire était toujours de petit format, parce que les maisonnettes sont petites, il y a peu de place, on peut la placer. On ne peut pas, je ne sais pas, mettre des photos de Sami Balogi. Vous en avez un exemple ici, dans une petite maison, on n'y verrait rien. Et par contre, moi, j'ai l'impression que ces artistes, lui, ou un sculpteur, Freddy Tsimba et plusieurs autres, travaillent dans une sorte de relation mémorielle autour de l'idée de performance. L'exemple les plus évidents pour moi parlait Freddy Tsimba, qui est un sculpteur de Kinshasa, qui est quelqu'un qui, d'une certaine manière, retransmet dans la création contemporaine, moderne, la logique des créations de la sculpture du Bas-Congo. Il est congolais de ses parents, même s'il est né en ville. D'une certaine manière, il découvre la grande sculpture congolaise lors d'une exposition en Belgique. Mais il y a en même temps cette histoire de mémoire culturelle, c'est-à-dire les grands on les fétiche parce que c'est des objets de pouvoir qui souvent détenus par les chefs ou par les grands magiciens qui gardaient par exemple la paix lors d'un marché. C'était les grands fétiches que tout le monde craignait parce qu'ils pouvaient punir. Tous ces objets-là étaient des objets confectionnés d'une certaine manière en les liant à la mémoire. C'est-à-dire quand les spécialistes confectionnaient l'objet, soit qu'ils mettaient toutes sortes d'ingrédients mais liés à tel événement, à telle personne, etc., dans le sac qu'ils accrochaient, soit ils enfonçaient des petits clous, des morceaux de métal dans le corps, sculpture en disant ceci et cela, ceci. Donc, d'une certaine manière, ils tricotaient des mémoires et créaient un objet qui était un objet lié à la communauté, lié à la vie, est un objet mobile parce que, par exemple, une femme qui aurait demandé d'enfoncer un clou dans un fétiche comme ça pour punir son mari parce qu'il aurait été infidèle, si on prouvait que c'était injuste inverse, elle devait aller payer pour retirer le clou. Donc, c'est tout un réseau. L'objet est encore une fois une sorte de support à la performance, mais cette fois-ci à la performance à long terme. Quand Freddy Tsimba construit
ces grandes figures des douilles de balles qu'il ramasse sur les champs des batailles, des petits conflits au Congo, il dit chaque balle est une histoire. Chaque balle, chaque douille contient soit une vie perdue, soit une balle perdue, soit un soldat qui a cessé de se battre. Bref, ces sculptures sont constituées de ces morceaux. Et donc, il applique la même logique culturelle. Évidemment, maintenant, le problème, c'est que ces sculptures au Congo, il n'y a pas de place. Donc, un jour, il dit que c'est un rêve depuis des années. Bon, ça peut être ajouté à l'histoire, mais ça n'a pas d'importance. Il a construit ce qu'il appelait Maison Machette. Il y a tout un codage de chiffres, évidemment, et d'intention. Il était en Chine, où une de ses pièces était exposée. Il y a acheté 1000 machettes. Il a acheté les machettes en Chine parce qu'il se souvient que la première machette qu'il a eue entre ses mains quand il était gamin était fabriquée en Chine. Donc, là encore, cette démarche du rapport personnel. Ensuite, pourquoi la machette? Parce que la machette, dans la vie congolaise, coloniale, post-coloniale, c'est évidemment avant tout un objet, soit pour cultiver, c'est à la machette qu'on coupe la végétation là pour préparer un champ, ou pour débroussailler, etc. Donc, c'est un objet qui permet au bout de compte, de fabriquer de la nourriture. C'est un objet qui assure la vie. Mais depuis le conflit des années 90, conflit ethnique, la machette est devenue un objet qui donne la mort, donc la contradiction de la machette, etc. Et il a fabriqué une maison de ces 1000, jamais compté, mais enfin 1000 évidemment, c'est millénarisme. Il dit aussi, dans d'autres versions, 999, parce que 9 mois de grossesse, bon, il y a tout un jeu sur le chiffre, mais il a soudé cette maison en pleine rue, il l'a amenée au marché, et évidemment, l'objet s'est mis à fonctionner comme objet performatif. Autour de ça, la foule s'est réunie, les gens ont commencé à s'interroger, à poser des questions. Est-ce que c'est un objet maléfique? Est-ce que c'est un objet bénéfique? Pourquoi le machette? Il aurait mieux fait de distribuer ces 1000 machettes aux gens et non pas... Bla. Et sur tout ça, un jeune homme arrive qui... Et on entre dans un truc de guérison typique qui dit « Moi, j'étais bandit, j'utilisais la machette pour tuer les gens. Maintenant, j'ai compris, il entre en transe, je n'utilisais plus la machette pour tuer. Tout le monde voit. » Et donc, il y a une sorte de rituel de rédemption collective autour. Et donc, je me dis ça, ou quand Samy Balogi utilise les photos d'archives qu'il incorpore dans ses compositions photographiques, des photos où il renvoie, est-ce qu'on n'est pas dans une sorte des musées de mémoire, c'est-à-dire où les objets, leurs fonctions vivent dans la mémoire collective, dans la transmission, et où l'artiste les expose dans une configuration spécifique dans l'espace public, ce que les gens lisent et comprennent, ils réagissent, mais d'une certaine manière, l'objet ensuite cesse. Une fois qu'on l'enlève de là, c'est un peu comme ces masques qu'on enlève des... Et est-ce que ce n'est pas une forme qu'on pourrait reconnaître dans le fonctionnement du web aujourd'hui, c'est-à-dire où l'objet est dématérialisé en soi, mais où par l'image, il est maintenu dans une sorte d'espace de patrimonialisation des choses qu'on partage, des intentions communes, des fonctions anciennes qu'on attribue à des objets qui sont liés à l'actuel. Bon, évidemment, on pourrait me dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe avec la conservation de l'objet? Mais la question, pour moi, est aussi, qu'est-ce qu'il est important? Est-ce qu'il est important que l'objet, à travers les supports mémoriels, continue à jouer un rôle dans le présent, un objet du passé, ou est-ce qu'il est important qu'on conserve des objets morts qui servent à rien, sauf éventuellement à... Parce que c'est aussi le problème de l'art.
dans notre société actuelle. Est-ce que l'art est encore apprécié pour des raisons esthétiques ou est-ce que l'art est uniquement un objet de spéculation et d'investissement dont juste ceux qui ne peuvent pas se permettre de jouer ces jeux-là, on leur dit pour vous c'est l'esthétique, pour les autres c'est... Mais je pense qu'il n'est pas possible, autrement dit, de transformer l'institution muséale créée dans un contexte historique particulier. Moi, je pense, avec la fréquentation inculquée par l'école, par une certaine catégorie sociale, c'est quand même extrêmement bourgeois, fréquentation des musées dont ensuite on a dit, puisque la classe ouvrière ne doit pas être laissée pour compte, il faut apprendre aux ouvriers, allez, souvenez-vous des Malraux, ça n'a jamais marché parce que probablement c'est une institution qu'on ne peut pas, telle qu'elle est, vraiment rendre ni universelle socialement, par toutes les catégories sociales, ni universelle dans le monde. Et que peut-être la dématérialisation du type l'Internet ou ces créations dont je parle a plus d'avenir, y compris chez nous, parce que combien de nos jeunes vont encore au musée. Parce que, comme disent, il y a moins d'émotions quand on regarde Mona Lisa sur l'Internet, sur l'écran, que quand on... Il y a moins d'émotions parce qu'on a appris aux gens, à l'école et partout, qu'il faut voir l'original. Sinon, est-ce qu'une copie parfaite a moins de valeur esthétique que l'original? J'en suis pas convaincu. Donc, je sais que tous mes collègues historiens d'art vont me dire que je dis des hérésies, mais alors que je pense que dans cette dématérialisation, il y a le potentiel de rendre à ces objets et à des mémoires, des enjeux liés à ça, une sorte de présence réelle dans la vie des gens. Que ça ne sauvera pas le monde, je vais bien. La maison Machette des Freddy Tsimba n'a pas arrêté le banditisme à Kinshasa. Il y a autant de bandits qu'il y en avait avant, malgré un repenti. D'ailleurs, il n'est pas dit, que, comme dans toute cérémonie, que ces repentis n'a pas repris la machette pour voler 2 jours plus tard. Ça... Donc, voilà, et donc... L'art est politique. Bon, je pense que nous avons très, très bien vu des deux côtés du fleuve, à Brazzaville, au Congo, à Brazzaville, il y a eu l'art socialiste congolais financé par l'État, une sorte d'art prolétaire affiché sur le mur, dans le bâtiment. Bon, ça n'a pas survécu au régime, personne ne s'intéresse. Ça, Mobutu a voulu faire de l'art ancien, précolonial, une sorte d'étiquette du régime pour l'extérieur et pour l'intérieur. Ça n'a pas marché non plus. Je pense que l'art a une importance politique, certainement, quand c'est, par exemple, les tableaux de Lumumba qui, pendant les années 70-80, sont devenus, dans une partie du pays, parce que c'est surtout au Katanga, une sorte de déclaration de défiance au régime de Mobutu. Et là encore, dans des retournements mémoriels quasiment amusants, parce que les portraits de Mobutu, délaissés par Mobutu, donc considérés par les gens, sans que ça me soit dit, comme celui qui, éliminé par Mobutu, aurait construit une société juste, etc. Ce que Mobutu n'a pas fait, c'est approprié. Donc. Mais de très nombreux, ce qu'on dit Kassaïens, donc les gens, la province de Luba Kassai, pour utiliser les termes ethniques, pour qui Lumumba était le diable en
en 61, 62, 63, ont mis ces tableaux massivement dans leur maison. Un oubli total. Pour les Kasaïens, Lumumba est devenu l'ennemi numéro un parce que dans la tentative de réduire la sécession de l'État du Sud Kasaï, Lumumba a envoyé l'armée nationale congolaise, déjà en déconfiture et désordre, qui arrivait sur place à piller, violer, tuer, etc. Donc, Lumumba était dans l'esprit des gens, pas tout à fait sans raison, totalement responsable de ça. C'était l'ennemi des Kasaïens. Évidemment, contre Mobutu, qui était l'ennemi plus récent, il est devenu une sorte de déclaration de méfiance. Et son image s'est progressivement transformée au Congo, surtout dans les années 90, en image des saints congolais, mais saints laïques, même s'il y a eu des versions christiques. C'est lui qui, comme Jésus-Christ, est mort en acceptant sa mort, mais pour sauver le monde, pour sauver les pauvres du monde entier. Une sorte d'héros tiers-mondiste où vous avez encore l'empreinte, parce qu'évidemment, à travers le monde, Lumumba, très vite, après son assassinat, est devenu le leader tiers-mondiste et pas tellement congolais. Et donc, moi, j'ai l'impression, quand on parle avec un Congolais, y compris parce qu'il y a même des petites églises où Lumumba est prophète, bon, mais ça, c'est assez marginal. Mais plus généralement, c'est une sorte de réconfort social. C'est-à-dire, comme Lumumba, nous souffrons pour sauver le monde. Lumumba s'est sacrifié pour le bonheur de l'humanité, pour l'égalité, justice, pour les opprimés. Et nous, maintenant, nous souffrons aussi parce que Lumumba est Congolais, donc comme Lumumba, mais nous allons apporter... Et dans ça, il y a eu des mouvements maristes, par exemple, disant que les gens doivent suivre ceci ou cela, parce que comme ça, la paix universelle arrivera. Donc, ce n'est plus la paix au Congo, ce n'est plus le bonheur, c'est la projection vers l'universel et la justification de la souffrance, je pense, qui autrement n'a aucun sens, comme une souffrance rédemptrice pour l'humanité, pour le monde. Donc, dans ce sens, évidemment, les portraits de Lumumba et tout le tableau des différentes scènes, parce qu'il y a des Lumumba christiques, il y a des tableaux qui le peignent. Vraiment, il y a Lumumba couché par terre avec deux acolytes, ce qui est vrai, c'est-à-dire Lumumba et Kito, qui étaient ces deux ministres qui ont été tués en même temps que lui, l'étoile en haut du ciel, la blessure sur les flancs de Lumumba et les sangs qui coulent. Donc, Jésus-Christ, absolument certain, mais les visages vraiment copie conforme des photos des journaux de l'époque. Impossible de se tromper, c'est vraiment Lumumba. Donc, il y a tout ce travail, et évidemment, dans ce cas-ci, je pense que c'est de l'art politique, mais pas de l'art des combats, beaucoup plus de l'art de résistance, de l'art de survie, c'est-à-dire qui permet aux gens de trouver un sens à ce qu'ils subissent et éventuellement, c'est dire que ça sert à quelque chose, cette résistance-là. C'est pas de la grande politique, mais c'est peut-être la politique plus efficace que les autres. Donc, voilà, il y a évidemment, tout ça dit, il y a de l'art, enfin, de l'artisanat extrêmement politique au Congo, parce que d'une part, parce que les vêtements des femmes, ce qu'on appelle le pagne, donc les grands tissus de plusieurs mètres imprimés, sont un objet éminemment politique. Sur le pagne, on imprime des images, des slogans à toutes les démonstrations, et souvent les femmes, pour certains cas, sont obligées de porter ces pagnes, pour d'autres choisissent, ça dépend. Les pagnes portent des messages à l'intérieur du couple et de la société. Il y a par exemple un pagne pendant des années, il y a eu Renaissance récemment qui était appelé « Mon mari est capable ». C'est le pagne, évidemment, que la femme, quand ça faisait longtemps que le mari ne lui a rien offert, mettait en public, et donc c'était les reproches publics au mari. Mais bon, 1000 exemples. Autre, il y a tout un langage lié à ça et à la production des pagnes.
Et on peut... La musique, par exemple, ces mêmes pagnes, il y a une chanson, Mon mari est capable, formée sur ça. Donc, il y a une circulation entre les champs des créations, la musique, la peinture, les pagnes que les femmes portent. Tout ça forme un ensemble dans lequel il y a à la fois de la politique des ménages, de la politique sociale, de la politique de l'État ou de la politique contre l'État, mais c'est toujours oblique, sauf quand c'est des choses, parce qu'évidemment, pour les anniversaires de Mobutu, on imprimait des pagnes à masse, mais même ça est devenu politique parce que les gens dans les entreprises, dans les bureaux, on les distribuait, les gens devaient le porter pour la manifestation, et ensuite on les envoyait aux parents au village, et donc c'était considéré comme Pamba, des pauvres, des gens incultes. Donc même là, Mobutu a été rattrapé par sa propre propagande. Donc voilà, mais je crois peu à l'art explicitement politique.